Rabbi Baruch HaSofer enseigne « Il n'y a pas plus d'auteur qu'il n'y a de créateur. Un auteur est un homme à l'ouïe un peu plus fine que les autres. Il transcrit le matin ce qu'il a entendu la nuit du murmure des anges. » Cité dans un traité d'angélologie de Rabbi Meshulam ben Nissim Triki, rabbin à Fès. C'est l'incipit, c'est la façon smart de dire que c'est le début, ou plutôt l'avant-scène de ce livre, de ce roman, qui s'appelle « Nos conversations célestes », signé Jean-Christophe Attias. Jean-Christophe Attias, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu chez Academ, de nous rendre visite. Merci de m'avoir invité. Il faut tout de suite calmer nos auditeurs, leur dire, nos auditeurs, nos spectateurs, les académiens et les académiennes, en disant qu'il ne s'agit pas, nos conversations célestes, d'un traité d'angélologie, bien que vous soyez professeur à l'école pratique des hautes études, dans des études juives d'histoire et la religion juive. Est-ce exact? Non, c'est pas du tout un traité, ni d'angélologie, ni d'autre chose. Il y a des anges, effectivement, oui, qui se présentent dans le cours du récit, mais c'est tout. Hein, donc, et puis le traité que je cite en incipit, comme vous dites, il n'existe pas, évidemment. Alors, il faut préciser que c'est le premier roman publié de Jean-Christophe Attias, parce que vous avez publié précédemment une biographie de Moïse, ce qui n'est pas rien, mais là c'est un ouvrage, j'ose pas dire sérieux, mais si, c'est un ouvrage sérieux, c'est un ouvrage de recherche. Et moins sérieux qu'il ne paraît, mais bon. Probablement, mais il faudra regarder plus profondément une prochaine fois. Et un deuxième livre que vous avez publié, Un juif de mauvaise foi, dont il a été déjà question sur Academ, donc nous n'y en viendrons pas. Mais parlons des conversations célestes. S'agit-il de conversations célestes? Grave question. Parce que dans l'ordre d'apparition des personnages, il y a d'abord un Jacques. Il y a un Jacques qui travaille dans un institut aussi, où on enseigne des choses un peu étranges. De quoi s'agit-il? Oh, des choses étranges. C'est un institut qui ressemble un petit peu au département où j'enseigne moi-même, enfin, qui ressemble un petit peu. Hein. C'est un endroit où on enseigne l'histoire des religions, hein, et où chacun est spécialiste d'un domaine particulier. Et le Jacques en question, il est spécialiste de pas grand-chose, parce qu'en fait c'est un chercheur un peu raté, un peu fatigué, un peu usé, sans enthousiasme particulier. Et sans publication. Sans publication, ça fait longtemps qu'il n'a pas publié. Il assure à peu près ses enseignements. Oui, c'est un universitaire nettement sur le déclin. Et on se croirait au CNRS, là. Non, voilà, faut pas dire ça. Ne dites pas ça, parce que c'est effectivement, dans le récit, il y a une espèce de présentation parodique, caricaturale, un peu folle du monde académique, du monde universitaire. Jacques n'est pas le seul exemple, hein, vous en avez rencontré plein d'autres. Vous en avez une brochette? Oui, alors, ne les cherchez pas dans la réalité. Alors effectivement, on pourra trouver quelques traits de l'un chez des personnages, c'est des personnalités réelles, mais enfin bon, c'est quand même il y a une dimension de farce, hein, oui. Mais il y a aussi ça parfois dans le monde universitaire. Et j'espère que mes collègues n'auront pas lu le livre quand même, parce que ça pourrait vous causer quelques désagréments. Oh, ils sont habitués à mes incartades, donc ça... J'ai eu l'impression que votre roman pouvait se lire effectivement à plusieurs niveaux, ce qu'on peut dire de quasiment tout roman, c'est vrai. Mais là, il y a une dimension un peu... tout d'abord, la dimension farce, c'est vrai, où on rencontre des rabbins un peu étranges, moitié trafiquants de substances poudreuses blanches entre un pays latino-américain et l'Europe. On rencontre un autre prétendu rabbin dans un coin perdu d'Israël. Ça, ne le cherchez pas non plus. Hein. Ben non, il n'existe pas. Il a bien un nom. Il est bien caché. Oui, c'est son nom d'ailleurs. Kfar Halom. Kfar Halom. Donc ça, je sais que certains lecteurs étaient très anxieux de ne pas trouver la ville sur la carte, mais cette ville n'existe pas, évidemment. Évidemment, elle n'existe pas. Et le rabbin qui y officie non plus. Alors lui, il est plutôt sorcier, magicien. Chaman. Chaman, oui. Enfin, c'est des rabbins comme on aurait peut-être rencontré plus souvent, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, remarquez, le rabbin parisien, il n'est pas triste non plus. Hein. Ah, le rabbin parisien, non, il est très bien, oui, il est trafiquant, fils de trafiquant. Assumé. Sa charge rabbinique l'ennuie un petit peu, mais il s'en sort, voilà. Et alors ce rabbin parisien, lui, charge d'enseignement
ce Benoît Halfmann qui a disparu, qui est totalement agnostique, dit-il, de lui, mais il le charge du Talmud Torah. Oui. C'est quand même étonnant. Oui, parce que je pense que... Alors ça, c'est peut-être mon propre... mon inclination. Moi, j'enseigne à l'université, je fais des choses sérieuses, j'ai un public sérieux, pas toujours jeune, et j'ai la nostalgie d'un enseignement plus simple, peut-être plus fondamental, s'adressant à de tout jeunes. Bon, moi, je peux enseigner des choses dans lesquelles je ne crois pas, hein, c'est pas du tout un problème. Peut-on? Parce que probablement que j'y crois un petit peu quand même. C'est toute l'ambiguïté de mes personnages. Ce sont tous des blasphémateurs, des mécréants. Des bouffeurs de cochons. Voilà, des bouffeurs de cochons. Mais en même temps, ils ont donné le narrateur, ou Ben, je crois que c'est Ben, donne à Dieu un surnom, on va dire, oui, un surnom. Il l'appelle rien, c'est-à-dire que, mais quand même, il a l'a rencontré. Rien. Donc, il y a une ambiguïté, quoi. Et puis, ces gens-là rencontrent des anges quand même. Hein. Il y a des anges. Alors, Dieu n'existe pas, mais les anges, eux, sont là. Et il y a cette ambiguïté. Je pense que il n'y a rien de plus valorisant au fond que d'enseigner aux jeunes enfants. Chose que je n'ai pas faite depuis très très longtemps. Et il y a une liberté, on peut exercer une liberté dans l'enseignement aux jeunes enfants. On peut les faire rêver, on peut les faire rire, on peut les émerveiller, ce qui est beaucoup plus difficile avec un public plus âgé. Et puis en plus, moi je suis pas à l'institut, machin chose, pour faire rêver les gens. Éventuellement pour les faire rire de temps en temps, mais guère plus. Et cette dimension de poésie qu'il peut y avoir dans l'enseignement, j'ai bien aimé, j'ai été heureux en quelque sorte de la restituer à un de mes personnages. Le rabbin, ça l'ennuie d'enseigner, ça l'ennuie de faire son sermon le samedi matin, tout l'ennuie. Alors il délègue, et il a délégué à cet universitaire quand même, qui est un universitaire de qualité, qui a beaucoup produit, qui est novateur, etc. Il lui confie la tâche peut-être la plus humble et la plus fondamentale d'enseigner les jeunes enfants. Hein. C'est le niveau 1, hein. C'est clairement dit dans l'histoire. Mais je vais m'arrêter quand même un instant sur cet aspect du personnage de Ben Halfmann. Peut-on véritablement, selon Jean-Christophe Attias, enseigner une matière en laquelle on ne croit pas? Moi, je pense que on ne croit pas forcément à ce que les sources disent, à ce que les rabbins racontent, à ce que le Talmud nous enseigne. On n'y croit pas forcément, mais on peut être sensible au message que derrière tout cela, on cherche à faire passer. Et je pense que ça, de toute façon, hein, même si Dieu n'a pas révélé la Torah à Moïse et ne lui a nullement demandé de nous la transmettre, la Torah, elle est là. Et la Torah, chacun peut se l'approprier, croyant ou pas, juif ou pas, juif mécréant ou juif fidèle, peu importe. Le message, il est là, on se l'approprie, et il y a sûrement des choses à en apprendre. Bon, donc c'est un autre niveau de lecture des Conversations célestes, mais vous parlez d'ambiguïté, effectivement, tous les personnages sont d'une ambiguïté folle dans ce livre, à commencer par le narrateur en partie, puisqu'à un moment, c'est plus lui qui narre, mais quelqu'un d'autre. Je est un autre, déjà quelqu'un de bien. Morissette, qui est la secrétaire de notre bien-aimé doyen Honoré, elle est protéiforme. Elle change sans arrêt de couleur de cheveux, de couleur de vernis à ongles, de vêtements. Elle est d'abord vieille, elle est jeune, elle n'a pas d'âge. Son visage change, sa chevelure change. Qui est cette Morissette? C'est un ange gardien de Jacques? Il y a une constante chez le personnage, c'est on va dire son profil psychologique. Enfin, c'est une femme, ça, elle change pas. Non, mais elle est un peu toutes les femmes. Hein. C'est un peu l'idée qui se cache derrière ce personnage, effectivement protéiforme, changeant, incertain. Mais quand même, c'est toujours elle. On la reconnaît quand même si elle change d'aspect, de couleur de peau, de cheveux, d'yeux, etc. C'est toujours elle. Ça, on la reconnaît. Il y a une constante dans le personnage. Elle malmène le fameux Jacques. Elle est parfois très dure avec lui et a raison.
Et c'est le personnage qui tient, je pense, l'histoire, même si c'est pas elle la narratrice. Et alors même qu'effectivement, elle semble insaisissable. Et Benoît Halfman, qui est le personnage que l'on recherche, il a un nom aussi un peu indicatif, Halfman, la moitié. Ouais, c'est-à-dire que... Une moitié d'homme, ou il cherche l'autre moitié de son être. Alors là, vous en dites peut-être un peu trop. J'en dis trop. L'idée du roman, oui, c'est à la fois donc ces identités mouvantes, incertaines, et aussi ce sentiment que nous avons peut-être tous de n'être que la moitié de nous-mêmes. Et donc le récit, c'est pas seulement la recherche d'un personnage disparu, c'est la recherche d'un personnage. C'est un personnage à la recherche de cette moitié de lui-même qui lui manque et que peut-être il va trouver. Et on voit pointer ici la mystique juive, la Oui, Baschirta. Ouais. oui, la mystique juive, mais je la prends avec une certaine légèreté. Bon. Oui, il y a un petit peu de ça. Mais enfin, vous savez, moi, je suis pas mystique. Je suis un peu comme mes personnages. Oui, mais vous la connaissez, vous l'avez étudiée. Un petit peu. Un peu beaucoup. Ouais. Alors, nous ne pouvons que conseiller la lecture de nos Conversations célestes, Jean-Christophe Attias, aux éditions Alma. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous.